Salut mes abonnés, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur Gaëlle Channel. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire cette petite vidéo, c'est juste pour vous montrer comment est-ce que vous pouvez faire une demande de carte dans le site de l'immigration du Québec. Donc, il s'agit là d'une demande en ligne. J'ai eu à le dire dans une de mes vidéos précédentes qu'il était possible de faire une demande de carte, soit en papier, soit en ligne. Donc, pour aujourd'hui, vous verrez comment le faire. On va partager ensemble la vidéo en direction du site de l'immigration du Québec. Donc, mes chers abonnés, comme je l'ai dit, nous allons voir comment faire une demande de sélection temporaire pour études au Québec. Il s'agit ici de la demande du CAC. C'est ce que plusieurs personnes d'entre vous connaissent comme expression. Donc, ici, il s'agit de voir comment faire une demande de CAC en ligne. Donc, pour le faire, vous devez simplement aller dans le site de l'immigration du Québec, comme vous voyez là. Vous allez au niveau de l'accueil. Quand vous allez à l'accueil, vous choisissez Immigrer au Québec. Une fois que vous allez choisir Immigrer au Québec, vous allez voir Immigrer et s'installer. Puis vous choisissez l'onglet étudiant étranger. Et à l'intérieur de l'onglet étudiant étranger, vous aurez par exemple obtenir les autorisations pour étudier. Une fois que c'est fait, vous allez vous rendre à cette page-ci. Lorsque vous arrivez à cette page, vous allez cliquer sur accéder à la demande d'acceptation pour études. Vous cliquez là-dessus. Lorsque vous allez cliquer, ils vont vous dire demande en ligne ou alors demande papier. Mais ici, dans notre cas, nous sommes dans un processus de demande en ligne. Donc, nous allons simplement cliquer sur le lien demande en ligne de sélection temporaire pour études. Donc, on va le cliquer. Donc, lorsqu'on clique dans, vous allez vous rendre à cette page un peu plus bas. Vous allez faire une nouvelle demande ou alors payer les frais relatifs à ma demande ou alors consulter mon dossier. Donc, ici, on veut faire une nouvelle demande. Si vous avez déjà un dossier que vous avez déjà créé, vous allez juste consulter. Si vous avez fait une demande et que vous avez enregistré, vous n'avez pas encore effectué le paiement, dans ce cas, vous allez sélectionner l'onglet qui... vous allez plutôt sélectionner le lien qui dit payer les frais relatifs à ma demande. Mais ici, nous allons aller dans faire une nouvelle demande. Donc, lorsque vous voulez, par exemple, faire une nouvelle demande, vous avez là à l'écran comme une fiche de renseignement, c'est-à-dire des informations que vous devez fournir et que vous jugez que vous êtes en possession de cela. Donc, dans votre cas, par exemple, vous devez avoir un passeport, parce que pour toute personne qui veut faire une demande ou qui veut étudier devra avoir un passeport du moment où vous aurez besoin de cela pour faire une demande de permis d'études. Donc, ici, dans ce cas, vous allez cocher votre passeport. Les coordonnées complètes de votre établissement d'enseignement au Québec. Donc, il s'agit de l'établissement qui vous aurait donné une admission. Donc, comme je l'ai dit, avant d'arriver à cette étape, vous êtes déjà censé avoir fait une demande d'admission au point même d'avoir eu une réponse affirmative. C'est-à-dire, vous avez eu une admission qui vous a été donnée. Donc, vous cochez déjà là les coordonnées complètes de votre établissement d'enseignement. Entre-temps également, vous allez cocher également les renseignements concernant le programme d'études auquel vous êtes admis. C'est-à-dire, vous allez fournir comme par exemple le nom du programme. Vous allez également fournir ce qu'on appelle la date de début et la date de fin, les droits de scolarité. Par la suite, vous allez saisir également une carte de crédit valide. Ici, vous devez avoir des cartes de crédit pour effectuer vos paiements. Donc, rassurez-vous d'avoir une carte à votre possession à côté de vous, de manière à ce que au moment de faire le paiement, vous puissiez le faire aisément. Donc, et déjà, pour les cartes de crédit, il vous précise déjà que ça doit être une carte bancaire, les cartes Visa, les Mastercard ou alors les American Express, vous devez les avoir. Mais maintenant, le deuxième volet qui suit là, où ils disent qu'il faut cliquer, il précise s'il y a lieu. Donc, ça veut dire... Si les situations ou alors les bouts de ligne qui sont cités là plus bas ne vous concernent pas, vous ne les cochez pas. Donc, tout dépend de votre situation à vous. Présentement, là, on dit votre plus récent certificat d'acceptation du Québec pour études. Ici, il s'agit des personnes, s'il arrive que vous avez eu à faire une demande de carte,
pour la session d'hiver et que vous voulez refaire une demande de CAC pour la session d'été ou la session d'automne qui suit, en ce moment, vous allez cocher ce champ. Mais si c'est votre première fois et que vous n'avez jamais fait une demande, vous ne devez pas cocher cette case. Donc ici, nous sommes dans le cas des personnes qui n'ont pas encore fait une demande. Donc, on va décocher. Les coordonnées complètes de la personne ou de l'organisme qui assumera les dépenses liées à votre séjour d'études au Canada. Ici également, si vous avez des garants, des choses de même, vous allez également cocher. Et maintenant, on demande les coordonnées complètes de la personne ou de l'organisme à qui vous autorisez le ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration à transmettre des renseignements concernant votre demande. Ici, si vous avez par exemple, généralement dans ces circonstances, c'est parfois des consultants qui jouent ce rôle-là. Ou alors, vous avez un dossier où vous avez un frère, une soeur ou un ami à qui vous aimeriez que la personne puisse vous représenter ou alors ne serait-ce que pour appeler et savoir l'évolution de votre dossier, des choses comme ça. En ce moment, vous allez cocher. Mais si vous ne voulez pas autoriser que quelqu'un d'autre ait accès à votre dossier, vous ne le cochez pas. Donc ça, c'est à bien vérifier avant de le faire. Parce que si vous cochez cela, ça va vous demander de donner les informations de la personne que vous autorisez à prendre connaissance du contenu de votre dossier. Et quand on parle ici, c'est par exemple, je vais prendre un exemple. S'il y a un problème dans votre dossier ou bien on veut connaître l'avancement de votre dossier, s'il y a un numéro à appeler, votre représentant peut prendre ce numéro et appeler sans que cela ne fasse un problème. Mais si vous n'avez pas désigné quelqu'un pour le faire, personne ne pourra appeler et déjà les services qui s'en occupent ne vont même pas permettre de divulguer vos informations à la personne qui va appeler en ce moment. Donc dans notre cas, on va le laisser, on suppose qu'on n'a personne qui va le faire. Une fois que c'est fait, vous allez sur l'onglet « Commencer la demande ». Je vais cliquer. Donc, vous voyez, quand vous cliquez sur « Commencer la demande », il y a un nouvel onglet, disons une nouvelle fenêtre qui s'ouvre. Moi, je vais l'agrandir. Donc, vous avez la nouvelle fenêtre qui s'ouvre là. Lorsque la nouvelle fenêtre s'ouvre, on vous dit, si vous regardez bien à votre extrême gauche de l'écran, vous allez voir que en réalité, il y a 12 étapes à suivre pour pouvoir faire votre demande. Et chacune des étapes on les a énumérées là. Et vous allez également remarquer que ce qui est plus foncé, c'est l'étape actuelle que vous êtes en train de vouloir remplir. Tous ceux qui sont en subrillant, c'est les étapes que vous n'avez pas encore remplies ou alors qui ne concernent pas la page actuelle qui est à votre écran maintenant. Donc là, maintenant, on demande l'identité. Vous remarquez également que l'étape 1 qui concerne l'identité a 3 parties. Donc, vous avez là, là et là. Donc, ça a des sous-étapes. Donc, ici, comme on vous donne un message important, l'immigration, réfugiés et citoyenneté du Canada ne délivrera plus des permis d'études aux étudiants étrangers admis ou inscrits dans un établissement d'enseignement non désigné. Consultez la liste ci. Si vous allez dans ma vidéo, je pense ma vidéo précédente, j'ai fait une vidéo où j'ai donné la liste des 10 établissements qui sont concernés. Donc, pour ces établissements, vous pourrez plus faire les demandes de CAC pour ces établissements-là. Et c'est une mesure qui va prendre effet jusqu'au 31 mars 2021. Donc là, on va vous demander ici, donnez votre nom de famille à la naissance, votre prénom et le nom de famille de mariage s'il y a lieu. Mais remarquez une chose, c'est que les informations obligatoires que vous devez fournir, ce sont des informations où il y a des astérisques comme ceci. Là, vous voyez les astérisques obligatoires. Donc ici, on va vous demander de donner votre nom. On va par exemple mettre ici Gaël. Je vais par exemple mettre Gaël. Et au niveau du prénom, je mets Chanel. Vous allez voir. Bon, ici, c'est pas obligé. Si vous n'êtes pas concerné, vous ne remplissez pas. Si vous êtes concerné, tant mieux. Et il faudrait déjà être sûr qu'en le faisant, que vous ayez des documents qui attestent ce nouveau nom de famille après mariage. Donc, lorsque vous l'avez fait, vous cliquez sur suivant. On va passer à la deuxième sous-étape de l'étape 1.
Donc ici, on demande votre sexe féminin ou masculin. Vous cochez féminin. Une fois que vous avez coché féminin, l'état matrimonial, si vous êtes célibataire, conjoint de fait, divorcé ou marié, ça dépend de votre statut. On suppose qu'on est célibataire. On clique sur suivant. On va à la troisième sous-étape de l'étape 1. Ici, on va demander l'année de naissance. Je vais mettre comme ceci au hasard. Je vais mettre 27 décembre 2020. Et déjà, vous pouvez directement cliquer le calendrier ici pour sélectionner. Ou alors, si vous ne voulez pas, vous respectez le format comme c'est dit, la année-mois-jour. Dans le lieu de naissance, on va mettre par exemple, on va mettre Dieppe. La province ici, on va mettre par exemple Nouveau-Brunswick. Le pays, ça a reconnu que c'est Canada. Pays de citoyenneté, on va mettre un pays de l'Afrique. On va par exemple mettre comme Cameroun. Et le principal langue parlée, ça c'est votre première langue. Si c'est le français, ou c'est l'arabe, ou c'est l'anglais, mais ici, ce serait plus aisé de mettre français tout en sachant que vous parlez également du français. Donc ça, c'est une langue avec laquelle ils pourront communiquer avec vous. Deuxième étape, vous voyez, quand on a terminé de remplir une étape, elle passe au vert. Donc, je disais tantôt que lorsque vous avez terminé de remplir une étape, elle passe au vert. Et l'étape pour laquelle nous sommes actuellement, elle devient en gras, en foncé. Vous voyez, on est au niveau de l'étape 2. Ici, on demande vos coordonnées. Et on précise que l'étape 2 a 2 sous-catégories, donc rassurez-vous. On va demander le numéro là. Quand on demande les coordonnées, c'est l'adresse de correspondance, le numéro, la rue, l'appartement. Ça, c'est parce que dans mon cas, dans le formulaire, j'ai par exemple rempli avec des informations qui sont liées ici au Canada. Donc, du coup, ça apparaît comme cela. L'adresse de correspondance, ils demandent de mettre numéro appartement. On peut mettre par exemple, ils disent numéro, rue, appartement. Je vais par exemple mettre ici, je vais prendre au hasard 406. Je prends au hasard comme ceci, 406. Espace, la rue, je dis par exemple rue Gaspé. Je dis rue Gaspé. L'appartement, s'il y en a. L'appartement, s'il y en a, je vais... s'il y en a, je mets par exemple appartement 2. Comme vous le voyez là. Et n'hésitez pas, si vous avez une difficulté à comprendre un champ, s'il y a de la flèche là à côté, ça va vous indiquer. Inscrivez l'adresse au long, sans abréviation, sauf pour l'appartement qui doit être écrit à part. Donc, vous pouvez simplement mettre comme ceci, comme ils ont précisé. Il dit tout le reste doit être complet, mais l'appartement, vous pouvez mettre quelque chose qui ressemble à ceci. Donc, maintenant, il demande la suite de l'adresse s'il y a lieu, quoi. Donc, si vous estimez que vous avez rempli ou bien vous avez pas complètement rempli, il demande s'il y a la suite. Mais comme je dis, là où il y a de l'astérisque, c'est là où c'est obligatoire. Donc, maintenant, il demande la ville. Quand il demande la ville, je vais encore mettre comme Dieppe, ici. Donc, la ville de l'endroit où vous résidez. L'adresse de correspondance, donc on veut savoir là où vous êtes actuellement. Bon, on met là par exemple Dieppe. Supposons que vous étiez au Cameroun, vous pouvez mettre comme Yaoundé. Ou si vous êtes par exemple au Mali, vous pouvez mettre comme Bamako. Si vous êtes au Sénégal, vous pouvez mettre Dakar. Donc tout dépend de là où vous vous trouvez. Dans la province ici, ou l'état ou le département, je vais encore prendre Nouveau-Brunswick. Nouveau-Brunswick. Donc, j'ai pris la province ou l'état. Il demande de sélectionner le pays où vous vous trouvez. Donc là, je vais sélectionner... présentement, par exemple, je suis au Canada.
Donc, s'il y en a un code postal, vous mettez. S'il n'y en a pas, vous ne mettez pas. Donc, c'est pas obligatoire. Le fait déjà qu'on n'a pas mis astérisque, c'est pas obligatoire. Donc, si votre lieu de résidence actuel est Hong Kong, la Nouvelle-Calédonie ou la Réunion, vous devez sélectionner ce nom dans la liste ci-dessus. Lieu de résidence actuel. Donc, il précise, si vous êtes dans ces endroits-ci, vous devez le remplir. Lieu de résidence actuel, moi par exemple, j'ai dit je réside au Canada. Donc, on va choisir Canada. Puis, on fait suivant. Une fois que c'est fait suivant, il y a par exemple le numéro de téléphone qu'il demande. Si vous avez un autre numéro, et déjà comme on n'a pas mis astérisque, normalement c'est pas obligatoire. Il demande l'adresse courriel. Vous pouvez mettre guide immigration à commercial gmail.com. Confirmer l'adresse, on met encore guide immigration, ainsi de suite. La langue de correspondant, la langue avec laquelle j'aimerais qu'on puisse entrer en contact avec moi, c'est soit le français, soit l'anglais. Ici, on va mettre français. Comme j'ai dit, là où un champ n'a pas d'astérisque, c'est pas obligatoire. Donc, on va faire suivant. Une fois qu'on fait suivant, vous voyez, on est à l'étape 3, accompagnateur. Ici, il demande d'indiquer le nombre de personnes de votre famille immédiate qui se trouvent déjà au Québec ou alors qui vous accompagneront pendant toute la durée de vos études. Donc, ici, on parle de la famille immédiate. On n'a pas parlé des cousins, des cousines, des tantes. On parle de la famille immédiate. Ça peut être votre époux, ça peut être votre conjoint, ça peut être votre enfant. Donc, voilà un peu des informations. Bon, on suppose que vous n'avez encore personne à votre champ. On met juste 0. Ça, puisque déjà, on a dit qu'on est célibataire. Je n'ai pas coché que je suis en conjoint de fait ou alors quoi que ce soit. Mais ici, on veut savoir les personnes qui vous accompagnent. Donc, même si vous étiez marié et que votre conjoint ou votre conjoint ne vous accompagne pas au Canada pour vos études, vous allez toujours cocher 0. Donc, une fois que c'est fait, on passe à suivant. Là, on est à l'étape 4. L'étape 4, elle a 2 sous-catégories. Donc, ici, on demande le niveau d'études dans lequel vous êtes admis au Québec. Est-ce que c'est un niveau collégial? Est-ce que c'est le niveau secondaire? Est-ce que c'est l'université premier cycle, deuxième cycle ou troisième cycle et tout? Donc, tout dépend. Vous allez choisir niveau universitaire, premier cycle. Ça dépend vraiment, comme je dis, ça dépend de l'information qui correspond avec votre demande d'admission. Si vous avez été admis dans une université, vous allez choisir université. Premier, si c'est par exemple pour un baccalauréat, vous allez choisir université premier cycle. Si c'est par exemple pour un master, vous allez choisir université deuxième cycle ou alors ainsi de suite. Ou si vous avez même été admis dans un collège, vous allez choisir collège. Ici, on va prendre le cas de l'université premier cycle. Dans le programme d'études, ici, vous allez donner le titre du programme de votre étude. Moi, je vais juste mettre au hasard. Je vais juste mettre informatique comme ceci. Et le programme, comme je dis, vous ne devez pas le mettre au hasard comme moi je le fais. Vous allez aller dans votre demande d'admission. Vous observez. Vous regardez le titre de votre programme dans votre demande d'admission. Et c'est à ce niveau-là que vous allez prendre l'information sur votre programme d'études. Vous allez voir, par exemple, ils ont même précisé, tel que précisé dans votre lettre d'admission de l'établissement. Donc, une fois que vous allez le faire, indiquez si vous participez à un programme d'échange. Bon, là, non. On va faire suivant. Donc, maintenant, on va dire la date de début de votre programme. Présentement, nous sommes on suppose que j'ai eu l'admission pour automne 2021. Donc, je vais juste choisir, soit je viens sur mon calendrier, comme j'ai dit, soit je remplis en respectant le format. Je vais juste faire l'année, c'est 2021. Je mets mon tiret. Le mois, c'est septembre. Et le jour, je pense, je vais le mettre juste au hasard. Quelque chose comme le 3 septembre. Bon, pour être sûr, je vais consulter la date qui correspond à la semaine du septembre. Le 3, c'est un lundi. Donc, je vais mettre le 6. Je pense que c'est le 6 qui va mieux tomber début. Donc, on prend le 6 par exemple, le 6 septembre.
Et la date de fin, comme c'est, je suppose que j'ai été admis pour un baccalauréat, normalement ça devrait être 3 années. Mais comme je dis, c'est pas au hasard. Vous allez juste regarder dans votre lettre d'admission. C'est à l'intérieur de votre lettre d'admission que vous aurez toutes ces informations-là. Donc, on suppose qu'on a septembre 2019, 2021 autant pour moi, septembre 2022, septembre 2023. Donc, normalement, vos études sont censées être terminées quelque chose comme au mois de juin 2023. Vu que... je veux dire, excusez-moi, votre examen, votre formation est censée se terminer. C'est 4 années de formation pour un baccalauréat. Donc, votre formation est censée se terminer au mois de juin 2024. Vous avez fait septembre 2021, septembre 2022, septembre 2023, septembre 2024. Donc, en juin 2024, vous êtes censé avoir terminé. Donc, on va mettre la 2024-juin 06- je vais prendre au hasard. Je vais juste mettre comme le 23. C'est juste pris au hasard. Mais comme je le dis encore, allez vous référer avec votre lettre d'admission pour en savoir plus. Donc, une fois que c'est fait, les droits de scolarité... Également, vous n'allez pas l'inventer. Si vous regardez bien, ils vont vous dire ne pas inscrire de décimales précisément. Donc, si les droits de scolarité, c'était par exemple $1000 pour 5 ans, vous n'allez pas mettre $1000 pour 5 ans. Vous mettez juste $1000. Bon. Les droits de scolarité annuels. Ici, il s'agit de la scolarité, les frais de scolarité pour une année d'études. Donc, vous allez également vous référer dans votre... lettre d'admission. Ici, je vais juste prendre au hasard. Je vais prendre comme... je vais juste prendre... C'est au hasard. J'ai dit, c'est pas ça. Je vais prendre comme $20 000. Je vais prendre 15 000 même, c'est mieux. Je prends 15 000 $. Lorsque je le fais, je fais suivant. Quand je le fais, j'arrive à l'établissement d'enseignement. Ici, il suffit déjà de donner les renseignements sur l'établissement qui vous a donné une lettre d'admission. Vous avez des universités ici. Rassurez-vous que ces universités qui figurent là, ce sont des universités qui sont désignées. Ici, on va par exemple prendre Université du Québec à Trois-Rivières. Lorsque je coche, je fais suivant. Lorsque je fais suivant, je passe à la 6e étape. Ici, c'est renseignements complémentaires. Ici, on demande d'indiquer si vous avez déjà obtenu un certificat pour études. Donc, est-ce que c'est votre première fois? Est-ce que vous n'avez jamais reçu? Bon, je suppose que vous n'avez pas reçu, on coche non. Si vous avez déjà reçu, vous allez cocher oui. Et en fonction de oui, vous voyez ce qui se passe. On vous demande des informations concernant votre ancienne demande de carte. Mais dans le cas présent, on suppose que vous n'avez pas encore demandé, donc on va dire non. Lorsqu'on dit non, on va à la deuxième sous-étape de l'étape 6. Donc ici, on demande de préciser à quel service du gouvernement canadien vous présentez votre demande de permis d'études. Avant de faire votre choix, lisez le message qui apparaît lorsque vous pointez l'icône. Donc ça veut dire que quoi? Ils vous disent qu'avant de cocher, que ce soit ici ou cela, on vous demande de lire d'abord le message qui apparaît lorsque vous pointez sur l'icône. Donc voilà par exemple, première icône ici. Si vous choisissez par exemple le point d'entrée au Canada, poste frontière, c'est-à-dire c'est à cet endroit que vous aimeriez faire votre demande de permis d'études. Il précise ici, pour en savoir un peu plus, il dit que vous êtes autorisé à faire votre demande de permis d'études au point d'entrée seulement si vous êtes citoyen américain, résident permanent des États-Unis, ressortissant français résident à Saint-Pierre-et-Miquelon, ou alors vous êtes citoyen danois résident au Groenland. Vous pouvez aussi choisir de faire votre demande à un bureau canadien des visas avant de venir au Canada. Donc d'office, on suppose, moi pour mon cas, j'ai dit je prends un exemple. Je suppose que c'est des personnes qui sont à l'extérieur du Canada qui sont en train de faire des demandes. Donc d'office, si vous n'êtes pas concerné par ces pays ou alors des précisions, des exigences qu'ils ont données, vous ne devez même pas cocher l'option 1. Ici, est-ce que vous allez faire ça à Immigration Réfugiés de Citoyenneté Canada, à Edmonton, Alberta? Vous allez lire. Ici, vous pouvez généralement faire votre demande de permis d'études à
Végreville s'il s'agit d'un renouvellement à partir du Canada ou si vous accompagnez un membre de votre famille ayant un statut légal au Canada. Donc, ceci concerne beaucoup plus de personnes qui le font déjà au Canada, comme moi dans mon cas. Si c'était moi qui faisais une demande et que je suis au Canada, je devais cocher l'option 2. Mais comme il s'agit des étudiants étrangers à l'extérieur du Canada pour la plupart, vous allez cocher juste bureau canadien des visas à l'étranger. Donc en réalité, ils vont vous demander ici si vous résidez actuellement à l'extérieur du Canada et n'êtes pas autorisé à présenter une demande de permis au point d'entrée, vous devez choisir cette réponse. Donc ici, on va le choisir. On dit sélectionner la ville qui correspond au BCV dans l'une des deux listes suivantes. Donc, vous allez sélectionner. Vous avez plusieurs ici. Ici, nous, moi, je vais par exemple choisir comme Dakar. Donc, pour savoir également le bureau de visa pour lequel vous dépendez, vous devez aller dans le site de l'immigration. Vous allez faire comme une simulation. Vous allez donner votre pays d'origine. Et c'est en fonction de votre pays d'origine, on va vous dire lequel des bureaux est chargé de récupérer les demandes d'admission. Autant pour moi, les demandes de permis d'études. Donc là, vous avez par exemple ici, liste complète des BVC. Vous allez choisir Dakar ou alors liste des BVC proposés en fonction de votre lieu de résidence actuel. Donc ici, si je n'avais pas choisi Dakar, je suppose, si je laisse à sélectionner, ici ça nous concerne vraiment, pardon. Vous allez chercher ici, vous allez prendre Dakar. Bon, j'ai pris Dakar juste pour quelqu'un qui réside en Afrique et qui dépend du bureau de Dakar. D'autres pourront prendre Accra. Ce sont des personnes qui résident par exemple au Bénin. Certaines personnes qui résident au Bénin, au Ghana, ils pourront prendre le bureau de visa de Accra. Mais le cas du Sénégal, c'est des personnes qui résident comme au Mali, au Sénégal, au Cameroun également. Donc vous allez cliquer sur suivant. Lorsque vous le faites, vous allez par exemple à l'étape 7 qui demande la situation financière. On dit ici que vous n'avez pas besoin de fournir des renseignements sur la situation financière. Cliquez sur le bouton suivant pour continuer. Donc là, on va cliquer. On va directement aller à l'étape 8. Autorisation. Ici, on a 3 sous-étapes. Ici, il précise de prendre connaissance de l'information sur la protection des renseignements personnels et indiquer si vous autorisez la transmission de vos renseignements à des tiers. Donc, c'est un peu comme au début, j'ai précisé que vous devez cocher si vous voulez permettre à ce qu'une autre personne en dehors de vous puisse avoir accès à vos données ou alors appeler pour avoir des renseignements sur votre dossier. Donc, ici, vous devez indiquer si vous autorisez une personne à répondre à votre nom. Bon, ici, on suppose que c'est non. Lorsque c'est non, on clique suivant. Deuxième sous-étape de l'étape 8, on dit d'indiquer si vous autorisez le ministère également de transmettre à une tierce personne. Donc, est-ce que vous voulez que le MIFI puisse correspondre par exemple avec votre père, votre mère ou toute autre personne pour pouvoir divulguer des renseignements ou alors des documents qui ont un rapport avec le traitement de votre demande. Donc ici également vous allez dire non, vous pouvez dire oui. Si vous dites oui, on va vous demander de donner le nom de la personne, si c'est votre père, si c'est votre mère, les adresses et tout. Mais là on va également dire non. On clique sur suivant. Et quand on clique sur suivant, on vient à la dernière sous-étape. On vous demande que dans le cadre de la présente demande, désignez-vous une personne pour vous représenter et agir en votre nom. On dit également non. Si vous avez des consultants, vous aurez pu dire oui. Dans le cadre de la présente demande, indiquez si une personne rémunérée vous conseille ou vous assiste. Et c'est également le cas des consultants. Vous allez dire non. On clique sur suivant. Puis, on arrive là au niveau de l'étape 9 qui consiste à la vérification des données fournies. Donc, ici, ils font comme une sorte de revue des informations que nous avons remplies. Donc, en quelque sorte, c'est des informations en relation avec l'étape 1 jusqu'à l'étape 8. Ça vous permet de faire une revue
et s'assurer que vous avez bien rempli comme il se doit. Si vous hésitez, vous pouvez cliquer sur le bouton modifier pour apporter des modifications. Mais s'il n'y a pas de modification, vous laissez faire. Donc, on n'est pas concerné par la modification en ce moment. Donc, comme on n'est pas concerné par la modification, on va juste faire notre précédent. Donc, c'était juste un exemple pour vous montrer que si jamais vous êtes concerné par une modification ou quoi que ce soit, vous devez simplement cliquer et ça va vous permettre de modifier cela. Donc, ça, c'est ce qui avait lieu de faire. Donc là, lorsque j'ai cliqué sur modification, ça décide donc de faire des modifications un peu partout. On va avancer jusqu'à sans rien changer puisque nous ne sommes pas concernés. C'était juste une parenthèse pour vous montrer que vous pouvez modifier une information lorsque vous allez arriver à l'étape 9. Si jamais vous vous rendez compte que quelque chose a été mal saisi. Donc là, je fais jusqu'à suivant, jusqu'à ce que j'arrive à l'étape 9. On va aller là, on est déjà à l'étape 7. On est arrivé à 8. Et puis on est arrivé à 9. Donc, nous sommes déjà à l'étape 9. Donc voilà un peu, vous révisez vos informations. Si vous estimez que tout est correct, vous pouvez également décider d'imprimer la page ou faire suivant. Mais je vous conseille d'imprimer la page. Ça vous permet de vous rappeler des informations que vous avez fournies. Si jamais il y a un problème ou alors vous vous rendez compte que vous avez fait une erreur, vous pouvez vite interpeller au point de corriger cela. Donc vous pouvez imprimer la page. Lorsque vous allez imprimer cette page, vous allez voir ce qui va se passer. Donc si vous avez une imprimante qui est branchée, vous allez voir, elle va la trouver. Mais si vous n'avez pas d'imprimante, au lieu de choisir destination imprimante, vous choisissez Save as PDF. Lorsque vous avez choisi de sauvegarder comme un PDF, vous cliquez et puis ça va vous demander de donner les informations de l'emplacement où vous voulez sauver ce fichier. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur suivant. Donc, une fois que c'est fait, vous allez cliquer sur suivant. Ok. Donc, lorsque on clique sur suivant, vous voyez, vous arrivez sur à l'étape 10 où on demande le profil de consultation. Donc, ici, il s'agit de la création de votre profil de consultation et qui est obligatoire pour sauvegarder votre demande et avoir accès à la consultation en ligne. Donc, ici, il demande un code utilisateur. Ici, ça doit être un code que vous devez contenir, ça doit correspondre entre 8 et 16 caractères contenant des chiffres ou des lettres. Ça peut contenir des minuscules ou des majuscules, mais vous ne devez pas avoir cela des accents. Par mesure de sécurité, ils vous disent ici que il vaut mieux éviter d'utiliser votre seul prénom ou alors votre nom de famille. Donc, vous ne devez pas simplement faire ça. Code d'utilisation, c'est à vous de choisir. Moi, je peux mettre par exemple Gaël Chanel. Je mets comme ceci, Gaël Chanel. Lorsque vous mettez Gaël Chanel, on vous demande de confirmer le code. Vous mettez Gaël Chanel. Donc, j'ai mis Gaël Chanel ici. Le mot de passe, normalement, c'est quelque chose que vous allez retenir. Donc, on va le faire. On demande de confirmer le mot de passe encore. Donc, une fois que c'est fait, on vous demande des questions de sécurité. Vous avez besoin de retenir ça parce qu'à chaque fois que vous allez vouloir vous connecter pour consulter votre compte ou votre profil, il peut arriver qu'on vous pose quelques questions de sécurité pour être sûr que ce soit vous qui êtes en train de vouloir faire des consultations. Donc, généralement, il faut choisir des réponses très faciles. Bref, des questions que vous allez retenir, pas des questions que vous allez oublier. Donc, on demande par exemple quel a été mon premier emploi. Je peux choisir ça. La réponse, je mets par exemple YouTubeur. C'est un exemple quelconque.
Deuxième question, on demande quel est mon... Je vais choisir quoi? Quel était mon nom de premier amour? Mon restaurant, mon livre préféré, ma friandise préférée, ma couleur préférée. Bon, on va prendre au hasard comme ça. Couleur préférée, je mets par exemple le jaune. J'ai pris comme ça, comme c'est la couleur qui est sur moi. Donc, on va cliquer sur suivant. Une fois que c'est fait, il dit que le mot de passe est invalide. Donc, il n'accepte pas. Il faut que je regarde les restrictions. Ils disent que le mot de passe doit contenir au moins, donc ce que j'ai écrit ne contenait pas un chiffre, donc je vais le modifier. Ils exigent au moins un chiffre, au moins une minuscule, ni de caractères spéciaux. Donc moi je vois ce qui s'est passé, j'ai pas mis de mot de chiffre, donc c'est pourquoi on a eu ce problème là. Il faut respecter le format, sinon ça ne va pas marcher. Je retape mon mot. Donc, lorsque je le fais, je clique sur suivant. Et là, maintenant, c'est correct. Bon. Là, c'est correct. Vous avez vu, je suis à la deuxième sous-étape de l'étape 10. Il demande d'indiquer si vous acceptez d'être invité par courrier électronique à consulter votre dossier. Il faut mettre oui. Parce que ça veut dire, s'ils ont par exemple fait une mise à jour dans votre dossier ou ils vous ont envoyé une correspondance, en réalité, ils vont le faire par courriel. Ils vont vous envoyer une information par courriel pour vous rappeler cela et ça vous permet d'avoir l'information à temps, à jour. Donc, lorsque vous cochez oui, à ce niveau maintenant, vous avez la possibilité de faire la sauvegarde. Lorsque je dis sauvegarder ma demande, ça enregistre. Sauf qu'à cette étape maintenant, j'ai sauvegardé. Ils me disent que ma demande a été enregistrée et ils me délivrent un numéro de la demande. Et vous devez garder ce numéro dans un endroit très sûr pour ne pas l'oublier. Donc, vous devez garder ce numéro sans toutefois l'oublier. Une fois que vous avez eu ce numéro-là, vous cliquez sur suivant et rassurez-vous que suivant, c'est pour effectuer le paiement. Si vous voulez déjà effectuer votre paiement, vous cliquez sur suivant. On vous précise par exemple que pour compléter votre demande, vous devez effectuer un paiement de 117 $ canadiens. Donc, et on précise également que les frais que vous allez payer ne seront pas remboursables, même en cas de refus de votre demande. Donc, si jamais après, ils rejettent votre dossier, ils ne vont pas vous rembourser. Donc, après avoir effectué votre paiement, vous pourrez consulter votre aide-mémoire personnalisée pour connaître les documents à soumettre au ministère dans Arrima. Donc, ici, ce qui se passe, c'est quoi? Une fois que vous avez déjà rempli les informations nécessaires, il y aura ils appellent ça un aide-mémoire qui va vous rappeler les documents que vous devez soumettre. Parce que là, vous avez juste rempli de manière manuelle, disons manuelle dans le site. Mais après, ils vont vous demander de soumettre les documents. C'est-à-dire, ça peut être la lettre d'admission, comme ça a été dit. Vous allez soumettre ces documents. Ça peut être votre acte de naissance. Et en réalité, c'est dans Arrima que vous devez soumettre vos documents là. Et avant Arrima, il y avait la possibilité d'expédier ces documents en ligne par des services express. Ça peut être DHL, UPS ou alors EMS. Ça dépend dans quel pays vous vous trouvez. Donc avant, vous pouvez avoir la possibilité d'envoyer vos documents par la poste. Ou alors, comme maintenant, il y a eu amélioration, vous pouvez directement le soumettre par Arrima. Vous n'avez plus besoin de faire une expédition. Donc, vous allez vous créer un compte dans Arrima et c'est dans Arrima que vous allez soumettre vos documents. Donc, ici, on est à l'étape de paiement. Si vous avez déjà la carte de crédit en votre possession et que vous pouvez le faire, dans ce cas, vous allez cliquer sur procéder au paiement. Ou alors, si vous n'avez pas encore une carte directement, vous allez simplement cliquer sur payer plus tard. Et il précise ici que si la communication est interrompue durant l'opération de paiement, vous pouvez revenir à cette page en vous rendant à la section services électroniques du site immigration, ainsi de suite. Bon, là, nous, on ne va pas payer. Comme je ne vais pas payer, je mets là payer plus tard. Donc, comme je clique payer plus tard, vous voyez l'onglet qui apparaît. On dit vous avez choisi de payer plus tard.
Par conséquent, votre demande demeurera incomplète. Lorsque vous serez prête à effectuer votre paiement, vous pouvez revenir à cette page en vous rendant à la section services électroniques du site Immigration Québec et en cliquant sur une demande en ligne de sélection temporaire pour études. Puis, sur payer les frais relatifs à ma demande. Vous devez alors tout identifier au moyen de votre code d'utilisation et de votre mot de passe. Donc, c'est comme je dis, au moment de vouloir reconsulter votre demande pour effectuer un paiement, vous allez rentrer encore les informations. C'est comme votre login. Donc, dans mon cas ici, j'ai utilisé Gaël Chanel. Vous allez également faire insérer votre mot de passe. Lorsque vous aurez déjà eu à faire cela, on vous précise également que s'il arrive que vous avez perdu votre code d'utilisateur, vous avez oublié ou alors vous avez oublié le mot de passe, vous ne pourrez pas les récupérer et vous devrez faire une nouvelle demande. Donc, rassurez-vous que quand vous allez procéder à la demande en ligne, vous prenez, même si c'est possible, votre mot de passe, vous le notez quelque part sous un bout de papier ou dans un calepin comme vous allez retenir parce qu'ils disent, si vous oubliez, vous ne pouvez pas vous loguer. Vous êtes obligé de recommencer le processus à nouveau. Donc, vous gagnerez à bien le stocker quelque part où vous allez vous rappeler. Donc, une fois que j'ai dit que je ne veux pas effectuer le paiement, on me demande si je vais quitter. Je dis simplement oui. Donc, comme je vais quitter, vous voyez ce qui se passe. On me ramène à cette page d'accueil où on me demande si je veux commencer le paiement ou quoi que ce soit. Donc, ça, c'est ce qu'il y avait un peu lieu à faire. Donc, voilà un peu comment vous allez procéder. Si vous avez décidé de payer directement, vous allez payer. Une fois que vous allez payer, ils vont vous permettre d'arriver à l'étape 12. Ils vont vous donner, ils vont vous faire téléverser votre aide de mémoire et c'est cela qui va vous permettre de téléverser les documents nécessaires pour qu'ils puissent commencer le traitement de votre demande. Donc ça, c'est pour ce qui était de comment est-ce que vous pouvez faire une demande de CAC en ligne. C'est tellement simple, il n'y a rien de compliqué là-dessus. La clé ici, c'est d'avoir surtout déjà obtenu votre admission et vous avez besoin de cela parce que les informations qui sont sur votre lettre d'admission vous seront demandées et vous devez les faire entrer dans le système. Donc, vous devez déjà comprendre ici que si vous n'avez pas encore reçu votre lettre d'admission, il sera difficile pour vous de faire une demande de CAC. Vous pouvez peut-être simuler et faire un remplissage, mais techniquement parlant, au moment de soumettre les documents, si vous n'avez pas encore votre CAC, autant pour moi, si vous n'avez pas encore votre admission en possession, il serait difficile pour vous de soumettre tous vos documents pour qu'on puisse traiter votre demande au niveau de Arima. Donc, c'est tout ce que j'avais pour vous. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez. Restez connectés pour les prochaines vidéos. Bye bye!